Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Synapse TV. Aujourd'hui, pour ce premier numéro de votre émission Wartan, nous allons traiter de la question du leadership en Afrique et précisément quel type de leadership dont nous avons besoin pour développer durablement notre continent. Pour contribuer à cette question, nous recevons le professeur Mamadou Diouf, qui est un grand historien sénégalais et présentement professeur d'études africaines et d'histoire à l'Université de Columbia à New York. Bonjour professeur et Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie pour me donner la chance de participer à une discussion qui est une discussion importante sur la question du leadership. Merci encore, professeur. Alors, s'il est vrai que ce 21e siècle pourrait être en tout cas le siècle du continent, il est tout de même important de parler du leadership. Alors, pour vous, quel type de leadership le continent a besoin pour se développer? Qu'est-ce qu'on peut retenir en revenant sur l'histoire de l'exercice du leadership africain? En fait, c'est une question très importante. Si on veut vraiment s'intéresser, comme vous dites, à la dynamique de l'évolution de l'Afrique et surtout à la question qui est la question la plus préoccupante aujourd'hui, qui est la question des jeunes Africains et de l'horizon qui se présente devant eux. Et pour moi, il y a deux éléments qu'il faut retenir. Le premier élément, il est vrai que la grande préoccupation, c'est la préoccupation du leadership. Et dans la plupart des cas, on considère qu'un bon leadership règle les questions et permet de tracer une vision, d'adopter une politique, de la mettre en œuvre, de l'évaluer et en fait de tirer à chaque étape, si vous voulez, les principales conclusions, ce qui est réalisé, ce qui ne l'est pas. Donc, d'un point de vue général, c'est ça qu'on appelle un leadership. Mais la grande question, c'est à quoi correspond le leadership idéal dans une société donnée. Et en fait, on se rend compte que le leadership est le produit des sociétés. Ce n'est pas les leaders qui, en général, produisent, si vous voulez, les configurations d'une société. Mais le leadership peut participer à cela. Les leaders peuvent participer à cela. C'est à quoi il convient de prêter une très grande attention, c'est le fait que l'exercice citoyen et l'engagement citoyen est quelque chose qui participe de cela. En Afrique, il est vrai, et on va probablement revenir sur cette question, il y a une longue trajectoire de production de leadership qui sont des leaderships divers et qui ont des ressources différentes, des infrastructures différentes, des rôles différents, mais surtout des valeurs qui sont des valeurs différentes. Et ce sont ces valeurs qui permettent de comprendre l'architecture d'un leadership et son impact sur une société. En Afrique, aujourd'hui, la question, c'est probablement non seulement la question de la définition d'un leadership qui peut conduire vers le développement et la justice sociale, mais c'est aussi la manière d'articuler les différents leaderships existants, qui dans certains cas sont des leaderships en conflit ou des leaderships en complicité. Et aujourd'hui en Afrique, c'est ça la grande question. Et ces relations très complexes sont des relations qui sont alimentées par le fait que nos sociétés ne sont pas modernes au sens plein du terme. Il existe encore des ressorts qui sont des ressorts traditionnels. Et ces ressorts traditionnels ne permettent pas, dans la plupart des cas, de réunir les gens, de mettre en place, si vous voulez, une société qui est une société de la délibération et non du conflit. Une société qui est capable de s'asseoir et d'engager la conversation. Une société qui n'est pas uniquement
une société de marginalisation, de conflit, de confrontation, mais une société qui est une société d'addition. Et là, justement, pour répondre précisément à votre question sur cette nature du leadership, s'il n'y a pas en Afrique un leadership qui est capable de gérer la diversité, de gérer le pluralisme, parce que les sociétés africaines sont ces sociétés plurielles, qui ne partagent pas nécessairement tout, mais ce sont des sociétés qui ont été capables aussi dans l'histoire, tout en reconnaissant l'autonomie des différentes composantes, d'organiser, si vous voulez, le pluralisme. Et l'organisation de ce pluralisme, c'est effectivement de laisser, disons, les valeurs qui sont les valeurs de sociétés différentes s'exprimer et de les additionner, si vous voulez, de faire en sorte qu'on est toujours à la recherche d'une synthèse. On est toujours à la recherche, non pas d'un compromis, mais à la recherche d'une dynamique qui permette de satisfaire l'ensemble des composantes de la société. Donc, il faut des sociétés de la délibération, des sociétés qui arrivent à gérer le pluralisme et des sociétés qui sont des sociétés tolérantes. Merci, merci professeur. Vous dites que l'Afrique est une société plurielle. Justement, dans ce cadre-là, peut-on parler d'un style de leadership africain? Il y a certainement plusieurs styles de leadership africain, parce que les sociétés africaines étaient gouvernées différemment. Ça aussi, on l'oublie. Donc, si on prend, si vous voulez, les sociétés, aujourd'hui, on dit qu'elles étaient les moins organisées, parce qu'elles n'avaient pas de structure de pouvoir. Il y a des sociétés qui n'avaient pas de roi. Il y a plein de sociétés au sud du Sénégal. Il y a aussi les sociétés d'où vient mon père, les Sérères du Nord-Ouest, comme on les appelle. Ils n'avaient pas de roi, ils n'avaient pas de royaume. Et il était très difficile d'identifier qui était le chef. Comme dans les sociétés Diola, l'un des problèmes que les Français ont eu pour soumettre les Diola, c'est que personne ne savait qui était le chef. Il y avait un chef, mais le chef était clandestin. Et les gens qu'on mettait en avant, ce n'étaient pas vraiment les chefs. Mais ça permettait à ce leadership d'exercer un pouvoir réel, d'exercer un pouvoir mystique, mais qui est toujours un pouvoir partagé et qui est toujours aussi un pouvoir encadré. Le leadership doit être encadré. Si le leadership n'est pas encadré, on arrive à l'autoritarisme et la dictature. Ces sociétés qu'on appelle sociétés segmentaires, qui sont des sociétés où les gens sont plus organisés en des villages. Ils peuvent être de la même ethnie, mais ils n'ont même pas la même religion. Parce que la religion, c'est celle des ancêtres. Ils coopèrent ensemble, ils se battent, mais en fait, ils échangent des femmes, ils échangent des produits. Et ces sociétés, on les appelle aussi des sociétés égalitaires. C'est des sociétés qui se sont évertuées à conserver, si vous voulez, l'égalité. Où, en fait, même l'héritage était encadré pour éviter que les gens accumulent. Donc ce ne sont pas des sociétés d'accumulation, ce sont des sociétés de redistribution. Il y a maintenant, il y a plusieurs phases intermédiaires. Il y a les royautés. Les royautés, en général, la royauté est une royauté de droit divin. C'est une royauté qui est en fait héritée. La succession est organisée et donc le leadership est prévisible. Mais ce leadership est aussi quelque part un leadership encadré. Parce qu'il y a des institutions, il y a des conseils et il y a des philosophies qui permettent effectivement de pouvoir les contrôler. Donc, j'ai dit encadré par des mécanismes institutionnels, encadré par des mécanismes moraux, mais c'est aussi des leaderships contrôlés. Il y a un système de contrôle et il y a des mécanismes qui ont permis à ces sociétés de pouvoir se débarrasser
d'un roi, quelles que soient les raisons pour lesquelles il est accusé d'avoir failli à son rôle. Et même si on prend les grands empires, comme les empires qu'on appelait le Soudan, le Ghana, le Mali et l'empire de Gao, ce qu'on voit, c'est comment en fait les articulations sont des articulations qui, il est vrai, incluent des groupes dans un empire, mais il les inclut de manière différenciée. C'est-à-dire là aussi, il n'y a pas d'assimilation. C'est-à-dire la plupart de ces groupes conservent leur propre leader, même s'ils sont intégrés dans un système. Et cette logique, si vous voulez, c'est la logique de ce que j'ai appelé la gestion du pluralisme, la gestion de la diversité. Et ça, ce n'est pas le cas des États-nations dans lesquels nous vivons, où l'idée, en fait, d'avoir une langue commune, une république une et indivisible, ça n'existait pas. Et aujourd'hui, nous continuons à vivre ça. Il y a plusieurs leaderships dans les États africains, des leaderships qui sont visibles ou invisibles, mais qui ont un rôle très, très important dans l'organisation de la société. Elles peuvent participer à la cohésion, elles peuvent participer à la démocratisation, elles peuvent souvent participer, disons, à l'autoritarisme et ont souvent, dans la plupart des cas, des conséquences qui sont des conséquences négatives parce que, disons, ils mettent l'accent sur la particularité, la différence. Ils ne mettent pas l'accent sur la nécessité de vivre ensemble et de vivre ensemble dans la diversité. Ce qui entraîne des confrontations, c'est ça qui entraîne toutes les batailles autour des sécessions, toutes les batailles autour du régionalisme. Et le cas qu'on retrouve aujourd'hui, c'est le cas le plus patent, c'est le cas de l'Éthiopie, qui a toujours tenté de réconcilier la différence. Et en fait, quand on voit ce qui s'est passé ces 20 dernières années, c'est l'idée d'une fédération qui est une fédération fondée sur les différents groupes ethniques et leur territoire. Et quand Mélès, l'ancien Premier ministre, est mort, le nouveau a essayé une centralisation. Et c'est aussi ça la différence. Ces sociétés, justement, pour faire fonctionner de multiples leaderships, parce que ce sont des sociétés qui respectent la diversité. L'Éthiopie a essayé, ça a été remis en cause. Tous les acquis que ce pays a eus ces 20 dernières années sont en train d'être remis en cause parce qu'il y a la guerre civile. Vous avez tantôt parlé d'un leadership de redistribution. Justement, pourquoi ce type de leadership, ce type de société n'a pas prospéré aujourd'hui quand on va parler de tout ce que l'Afrique a subi de l'époque coloniale à nos jours? C'est cette déviation coloniale qui a créé ce caractère à la fois complexe et instable des sociétés africaines. Vous voyez, en 1960, quand l'Afrique arrive sur la scène du monde et que les sociétés africaines deviennent des sociétés indépendantes, et tout le monde s'attendait à ce que cette espèce d'extraordinaire révolution où l'Afrique allait apporter quelque chose au monde, mais l'Afrique aussi allait changer le destin des Africains. Ça a duré moins de 10 ans et ça a été la catastrophe. Mais parce qu'on n'a pas prêté attention à la trajectoire des sociétés africaines, à l'extraordinaire impact du colonialisme. Pour dire très rapidement, l'idée qu'on a du chef africain infaillible, incontestable et incontesté, c'est une idée coloniale. C'est pas une idée. Les chefs africains n'étaient pas conformes à cette idée, à cette description, qui est une description ethnologique. Parce que ce que les Européens ont fait, c'est de créer un système qui serait un système hybride, si vous voulez. D'un côté, une architecture
structures institutionnelles et administratives d'inspiration européenne pour gérer les Européens et les assimiler, qui sont considérés comme des citoyens, et de l'autre, ce qu'ils ont appelé le code de l'indigénat. C'est-à-dire l'Africain est un indigène, et l'indigène n'est pas un sujet. Et un sujet n'a pas de droit. C'est-à-dire un sujet, il n'est pas citoyen. Pourquoi il n'est pas citoyen? Parce qu'il n'est pas représenté. C'est ça la différence. Dans un système gouvernemental, les citoyens sont citoyens parce qu'ils sont représentés. Et je reviens justement à cette notion de parce qu'ils ont le droit de choisir eux-mêmes leur leader. Et ils ont le droit aussi de mettre fin au mandat qu'ils lui ont donné. Parce que ce mandat est un mandat toujours provisoire, est un mandat toujours. Tandis que quand on est un sujet, on n'est pas gouverné parce qu'on n'est pas représenté. C'est-à-dire on n'existe pas dans le système institutionnel. On est taillable et corvéable à merci. Et si vous voulez, c'est ça qui a créé ce système hybride entre un système citoyen et un système d'indigénat qui crée deux espaces publics qui sont des espaces publics différents. Un espace public qui est un espace du contrôle, d'espace politique, et un espace public aussi qui est plutôt un espace ethnique et coutumier. Et c'est pour ça que le droit gouverne le citoyen, la coutume gouverne l'indigène. Et la coutume, elle existe de manière tout à fait spécifique à chaque groupe. Donc la division est maintenue et renforcée. Alors que cette division, ce n'était pas une division, c'était des différences, mais des différences que dans les sociétés, il était possible de passer outre et de les négocier constamment. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les structures administratives et politiques dont on a hérité ont été fortement influencées par le système colonial. Et pour vous donner un autre exemple sur la question ethnique, dans le système colonial, l'Africain est défini uniquement de manière ethnique parce qu'il est sous le coup de la coutume. Et parce que l'Africain était administré comme cela, quand l'Africain se révolte, il se révolte en utilisant le langage ethnique. Et c'est ça qui a créé cette espèce de modernité terrible, qui est une modernité de conflit, parce que l'ethnicité et le langage qui était un langage disponible. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut absolument passer de sociétés traditionnelles à des sociétés qui sont des sociétés modernes. Et quand je dis modernes, ce n'est pas dire des sociétés européennes, mais ce sont des sociétés qui sont des sociétés de la délibération. Ce sont des sociétés où le choix et la vision où sont en fait du ressort des citoyens. Et où la différence peut toujours exister, mais cette différence ne définit pas l'espace public. Et le leadership doit jouer ce rôle, faire en sorte que l'espace public soit soustrait aux mécanismes qui sont les mécanismes coutumiers. Et la soustraction de cet espace assez logique permet effectivement de créer une société du consensus, une société de la délibération et une société de la compétition électorale et politique. Et c'est pour cela que la question politique est la question primordiale pour régler à la fois la question que je pense qu'elle est plus importante de l'exercice citoyen, mais aussi pour régler la question du leadership. Très bien. Merci beaucoup. Alors, une société de délibération, j'ai envie de poser la question, quels sont les enjeux pour l'Afrique d'aujourd'hui et de demain? L'enjeu, c'est principalement la capacité des Africains à penser
leur futur et à le penser de manière très claire pour se mobiliser pour réaliser ce futur. Parce qu'il y a effectivement des questions. Par exemple, quand on parle de leadership, en fait, la question de la formation des leadership en Afrique, jusqu'à aujourd'hui, est toujours liée à deux règles que je considère comme les deux règles les plus importantes des sociétés africaines et qui sont des règles qui nous plombent politiquement, qui nous plombent mentalement. C'est la règle de la génération, c'est-à-dire que le cadet est soumis à l'aîné et n'a pas le droit de faire quoi que ce soit, et c'est la règle du genre. Les femmes sont nécessairement et resteront des mineurs toute leur vie, sauf quand elles atteignent la ménopause, c'est-à-dire le moment où ils perdent ce qu'en Afrique on considère qui définit la femme, la capacité de faire des enfants. Et la grande question, si dans une communauté donnée, les vieux ne peuvent être que les leaders, mais les vieux n'ont pas toujours raison. Les vieux ne savent pas plus que les jeunes, pas nécessairement. Ils peuvent avoir une plus grande expérience, mais moins de connaissances. Parce que les uns ont appris quelque chose, les autres ne l'ont pas appris. Et vous voyez, ce que ça transforme est très important. Quand Cheikh Hamidou Kane publie en 1961 l'aventure ambiguë, c'est une espèce d'extraordinaire révolution. Parce qu'en fait, celle qui est à l'origine de la remise en cause de la règle de la génération, mais aussi de la règle du genre, c'est la sœur du roi, la grande royale. C'est elle qui décide, qui en fait convainc et son frère et le maître coranique d'envoyer les enfants à l'école. Et c'est ça comment... D'abord, il y a une délibération. Elle participe à la délibération en tant que femme et c'est sa voix qui porte le mieux. Et ce roman peut être lu de manière très différente, comme l'émergence d'une voix féminine. Une voix féminine qui est capable de porter l'avenir. Elle dit, il faut qu'ils aillent à l'école française pour gagner sans avoir raison, mais pour apprendre aussi à attacher un bout de bois avec un autre. C'est-à-dire la question de l'expertise, la question du professionnalisme, la question des connaissances, la question des connaissances scientifiques. Donc, l'idée de la rupture est importante, parce que les sociétés humaines avancent comme cela. Elles accumulent, elles se retrouvent face à un paradoxe, elles sont obligées de répondre à ces paradoxes et ces nouvelles questions, et elles avancent. Et elles avancent par des ruptures. Ces ruptures peuvent être présentées de manière, si vous voulez, révolutionnaire, mais ces ruptures peuvent être présentées aussi comme des formules d'adaptation à un temps du monde qui change. Alors, nous avons différents enjeux. Vous en avez parlé tout à l'heure, les enjeux politiques, les enjeux économiques, les enjeux, on va dire, sociétaux. Justement, de quel type de leadership aujourd'hui on a besoin pour relever ces différents défis-là? On a besoin de tirer les conclusions des types de leadership qu'on a eus. Vous savez, très rapidement, si on dit, en 1960, quand on devient indépendant, avec des leaders qui se sont battus différemment pour l'indépendance, on a réellement cru que ce qui était le motif principal de la bataille pour l'indépendance, c'est-à-dire la démocratie et le développement économique et la justice sociale, on y a cru. Et comme j'ai dit, ça a duré moins de 10 ans. Et en moins de 10 ans, on est passé de sociétés effervescentes dès la fin de la guerre, où les gens ont pensé aux solutions, aux questions auxquelles ils faisaient face. On est passé à des dictatures de partis uniques, avec des leaders qui étaient, comme je disais, infaillibles et incontestables. C'est-à-dire des leaders qui sont devenus des messies. Et en fait, cette période du nationalisme du parti unique, c'est la période de ces messies. Des gens, ils savent tout,
Et c'est eux l'avant-garde. Et c'est eux qui disent aux gens ce qu'ils doivent faire. Et ils ont créé effectivement des instruments qui sont devenus les instruments de leur dictature. Et ça a amené les grandes batailles. Et on est passé de ces premiers partis uniques à des dictatures qui sont des dictatures militaires ou civiles. Parce que les militaires ont décidé que c'est le seul leadership cohérent qui n'est pas dans les batailles politiques. Mais on a vu ce qui s'est passé. Et cette phase se termine le milieu des années 80 avec les résistances et les batailles, surtout les batailles des jeunes pour changer. Et on a parlé de ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratisation. Mais là aussi, c'est les mêmes problèmes. On a encore aujourd'hui des démocraties encadrées. Des démocraties qui font que quand quelqu'un est élu, il considère effectivement que la chose est à lui. C'est-à-dire que ce qui le montre le plus, c'est que dans la plupart, à quelques exceptions près, dont le Mali et le Bénin, la plupart des pays sont passés d'une acceptation des 2 mandats à la recherche du 3e mandat. Et quand on regarde la manière dont les élections sont organisées, y compris au Sénégal, on le voit très clairement. Ce qui arrive, c'est que les contraintes administratives, les contraintes légales sont associées à des contraintes qui sont des contraintes physiques. Quand on a un opposant, on peut le mettre en prison, que ça soit vrai ou faux, ou tout ce qu'on veut, mais on peut le mettre en prison, donc on le liquide. Donc ces démocraties encadrées ne permettent pas de mettre en place des leaderships qui ne sont pas contestés. Parce qu'on peut ne pas voter pour quelqu'un. Vous savez, le principe démocratique est très simple. Et il ne fonctionne que sur un principe. Le principe de, quand on va aux élections, on perd, on accepte qu'on a perdu, parce qu'après-demain, on peut gagner. Et quand on gagne, on dit qu'on a gagné, mais on ne va pas en profiter parce qu'on sait que si on fait les choses de manière injuste, on peut payer le prix et qu'on peut perdre, effectivement. Donc, si vous voulez, le leadership qui peut conduire les sociétés africaines, c'est d'abord des leaderships à tous les niveaux, et c'est tous les niveaux, du niveau local au niveau central, qui sont en fait élus à des élections qui sont des élections transparentes. Et que cette élection n'est pas remise en cause. C'est des leaders qui sont encadrés par des institutions qu'ils ne peuvent pas manipuler. Et c'est pour ça qu'une constitution est importante. Vous savez, dans l'histoire de l'Europe, quand les constitutions sont créées par les citoyens pour contrôler le leadership. En Afrique, depuis 1960, les constitutions sont élaborées pour élargir le pouvoir du chef d'État. Et c'est pour ça que, encore, je peux prendre l'exemple de mon propre pays, c'est pour ça que le président peut se lever sans avoir jamais parlé et enlever le poste de Premier ministre. Ça, ce sont des institutions importantes qui permettent effectivement de créer la conversation et d'avoir des interlocuteurs. Mais c'est aussi une société où tous les autres leaderships sont choisis démocratiquement, de manière transparente, et sont capables de jouer leur rôle à tous les niveaux, que ce soit les associations de jeunes, que ce soit les associations d'entrepreneurs, que ce soit les associations de footballeurs. C'est-à-dire qu'il faut créer des espaces d'expression qui sont des espaces d'expression qui portent les intérêts particuliers, mais qui permettent aussi de discuter du bien commun. Et tous ces leaderships doivent être des leaderships révocables. Contrôlés, encadrés, révocables. Si on fait cela, ces leaderships peuvent avoir des voix qui portent. Quand je parle des voix qui portent, peuvent aller dire et organiser la société.
Parce qu'une société, ce n'est pas seulement des droits. Une société, ce sont aussi des responsabilités. Et la question citoyenne, qui est la question la plus importante, c'est d'accepter que si la société fonctionne telle qu'elle doit fonctionner, normalement, démocratiquement, les citoyens paieraient leurs impôts. Mais les citoyens, en payant leurs impôts, auront aussi le droit de vérifier qu'est-ce qu'on fait avec leurs impôts. Et c'est comme ça qu'on règle la grande question qui gangrène les leaderships africains aujourd'hui, la question de la corruption. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas les mécanismes qui ne sont pas seulement des mécanismes institutionnels. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, c'est à quoi on assiste. C'est qu'on a toutes les lois, on a tout ce qu'on peut trouver pour dire on se bat contre la corruption, etc. Mais aussi, on a tous ces leaderships qui disent quelque chose et font le contraire. Et aujourd'hui, c'est pour ça que la plupart des leaderships n'ont plus aucun effet sur les gens. Ils se maintiennent en s'articulant. Et c'est pour cela, justement, pour mieux enfoncer le clou, la question, c'est de refonder moralement les sociétés africaines pour pouvoir. Et ça, ce serait le socle pour les reconstruire. Parce qu'il s'agit de les reconstruire aujourd'hui. Et c'est un peu ce que j'appelais une modernisation qui serait une modernisation indigène. C'est-à-dire une modernisation qui prendrait en compte la trajectoire des sociétés africaines, mais qui prendrait aussi en compte le temps du monde. Parce qu'on est dans le monde. Et il y a des acquis chez les autres qu'il faudrait qu'on aille en fait emprunter et les adapter à nos circonstances. Mais il y a aussi un travail critique de révision des valeurs de notre culture. Quand on entend au Sénégal tous ces gens qui parlent de crise de valeurs, mais il y a crise de valeurs parce que la société n'offre pas les leçons qui permettent aux gens de dire ça c'est une valeur importante, il faut que je la suive. Pourquoi vous allez suivre quelque chose que les gens en parlent mais ne le font pas? C'est aujourd'hui ça. Mais si on arrive à faire en sorte que ce qu'on proclame, c'est ce que nous faisons. Ce qu'on proclame, c'est ce que nous croyons. Mais la société va avoir effectivement un ciment, va avoir une plateforme à partir de laquelle on peut édifier quelque chose. Mais sinon, ça ne peut pas marcher. Vous parliez tantôt de rupture, de refonte de notre société, d'ériger en tout cas une société de valeurs, de principes, en amenant les leaders à faire ce qu'ils prônent, à faire ce qu'ils disent. Vous avez tantôt aussi invoqué le livre L'aventure ambiguë. Aujourd'hui, quel serait le rôle de cette nouvelle génération de leaders, aussi bien les jeunes que les femmes, dans cette construction, dans cette refonte de la société? Il y a quelque chose qui est très clair. Les jeunes et les femmes vont transformer l'Afrique, ou l'Afrique va se retrouver à la dérive. C'est aussi simple que ça. Et en particulier les femmes. Parce que les femmes ont une approche et une façon de faire et de voir les choses qui sont très différentes. Je donne un exemple. Presque partout en Afrique, les études démontrent qu'alors que les hommes, dans la plupart des cas, quand ils organisent, quand ils mettent en place des associations, ces associations ont toujours une cohésion religieuse ou une cohésion ethnique. Il semble que les femmes ne font jamais ça. Elles traversent les barrières ethniques, elles traversent les barrières religieuses, elles traversent les barrières sociales. Et ça, c'est un acquis. La deuxième chose, c'est qu'on ne dit pas ça. Les sociétés africaines sont encore aujourd'hui nourries par les femmes. Ce ne sont pas les hommes. Les hommes sont plutôt dans les activités commerciales, l'agriculture. Mais ce sont les femmes, et ce sont les femmes en général, troisième chose, même quand elles s'engagent dans des pratiques qui sont des pratiques entrepreneuriales,
dans la plupart des cas, elles le font en groupe. Et elles ne partagent pas entre elles seulement, mais leur communauté a une part dans ce partage. Donc ça, ce sont des choses qui sont des choses très importantes sur lesquelles et vous savez, je vais vous donner un exemple. En 1988, on a fait une étude qui était une étude sur ce qu'on a appelé une prospective du Sénégal jusqu'à l'an 2015. Et quand on a fini ce travail, en fait, la grande conclusion qu'on avait tirée, c'était que pour développer ce pays, il faudrait des énormes investissements. Et après, quand on est allé vérifier auprès des femmes qu'on a rencontrées comme ça, elles ont dit une chose qui m'a profondément marqué depuis cette période. Elles ont dit, vous pouvez mettre tout l'argent du monde dans ce pays. Si les mentalités ne changent pas, rien ne va se passer. Je veux dire, la discussion sur les inondations le montre. Plus de 500 milliards, rien ne s'est passé. Donc, ça veut dire qu'il faut ce travail mental. C'est ce que j'appelle la rupture. Et c'est ce que j'appelle la refondation. Et les femmes peuvent jouer un rôle extraordinaire parce qu'elles ont des aptitudes, mais aussi des attitudes qui permettent effectivement, probablement parce qu'elles sont dans un système où elles sont dominées, elles arrivent à avoir une vision qui est différente. Les jeunes, la question est beaucoup plus complexe pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que dans des sociétés comme la nôtre, où l'espérance de vie tourne, je pense, entre 54 et 57 ans, donc on a une base très large et un sommet très étroit. En fait, quand on a 30 ans dans la société sénégalaise, on est vieux. Et ça, c'est un problème. Mais ce sont des gens, quelquefois, qui n'ont jamais travaillé, qui ont quitté l'école très tôt, et ils n'ont pas d'horizon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense, il est dit que 70% de la population sénégalaise a moins de 30 ans. Et la grande question qui se pose, c'est qu'est-ce qui est devant eux? C'est rien, il n'y a rien. Ni l'école, ni la santé, ni l'emploi, il n'y a rien. Ça ne peut pas continuer. Et qu'est-ce que ça donne? Et ce n'est pas seulement pour le Sénégal. Le seul continent au monde où la majorité de la population, et c'est le seul, croit que leur avenir n'est pas dans leur pays, c'est l'Afrique. Tout le monde veut se barrer. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça, tu ne peux pas le changer aujourd'hui. On ne peut pas le changer parce que les jeunes ne sont pas éduqués, parce qu'on ne leur offre pas quelque chose. Quand on est jeune, on rêve, on a envie de rêver, on a besoin. On ne leur offre aucun rêve, rien. C'est vrai, le continent le plus jeune au monde, c'est l'Afrique. Et vous savez quoi? On est en train de fermer les maternités dans certains pays au monde. Parce que les gens ne font plus d'enfants. Et les maternités sont remplacées par les hospices pour s'occuper des vieux. Mais nous, c'est différent. On est de plus en plus nombreux. Et c'est vrai qu'on aurait pu jouer un rôle de dividende démographique, mais à une condition, c'est d'être formé et de rester sur place. Vous savez, les Chinois, c'est ça qui leur sont arrivés. Les Américains, pour des raisons économiques et pour des raisons d'accumulation financière, ont commencé à délocaliser et à produire ce dont ils ont besoin en Chine. Et ça permettait de faire baisser les prix à cause du prix de revient. Et ce qui s'est passé, c'est que les grandes sociétés américaines ne se sont occupées que de la commercialisation et de l'aspect financier. C'est Apple, Amazon, etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les Chinois ont passé cette étape. Ils sont à la recherche de pays pour produire et eux vendre.
Mais on est en train de rater le coche. Mais justement, lorsqu'on revient à la question des jeunes, aujourd'hui pour vous, quels sont les mécanismes, les leviers qu'on devrait activer pour que justement les jeunes aient encore foi en leur pays et encore foi en leur continent et veuillent contribuer au développement de ce continent-là? Parce que quand même, l'Afrique ne sera pas bâtie en dehors des Africains. Le mécanisme le plus important, c'est l'éducation et la santé. Il faut offrir aux jeunes cette capacité. Et cette éducation doit être une éducation pour la formation. Et une éducation qui prête plus attention à la formation dans les disciplines scientifiques, mais aussi à la formation dans les disciplines littéraires. Mais il faut faire en sorte que ce qu'on a appelé le modèle fonctionnaire, qui finit, qu'on réinvente un modèle. Ça, c'est la deuxième chose. Il faut que nous soyons capables d'inventer un nouveau modèle de développement et de trouver les ressources, les mécanismes qui nous permettent de faire ça. Et la troisième et dernière chose, il faudrait qu'on arrive à avoir, disons, un exercice citoyen qui élargisse la démocratie, élargisse les corps de contrôle et qui puisse mettre fin à la corruption endémique qui a détruit et les ressources et la tête des sociétés africaines. Vous parliez tantôt de développement. Justement, c'est quoi le développement et à quel développement doit aspirer l'Afrique pour compter durablement sur l'échiquier mondial? Le développement, c'est la possibilité d'avoir des sociétés stables où individuellement et collectivement, les gens sont capables de satisfaire leurs besoins. D'avoir une société où il y a en fait la justice sociale et où le principe d'égalité est un principe, mais une société qui se donne pour vocation de faire en sorte qu'aucun de ses membres ne meure de faim et coupé d'un horizon qui est un horizon, disons, de projection dans un avenir qui est un avenir plus positif. On en revient justement au leadership parce qu'on ne peut pas parler de leadership sans vision, justement, sans vision d'avenir. Et plus précisément, on va parler de leadership, on va dire transformationnel. Après cette vision-là, qu'est-ce qu'on en fait et comment on va arriver à ce développement dont on aspire? Je voudrais que vous reveniez sur justement les secteurs clés sur lesquels nous devrions travailler pour arriver à définir le modèle de développement que nous voudrions avoir en Afrique. Oui, c'est pour ça qu'il faut penser la question autrement. La vision, ce n'est pas la vision d'un leadership, c'est la vision de la société. Et ça, ce qui donne cette vision, c'est l'exercice citoyen et la capacité de chaque individu dans une communauté à comprendre son rôle et à jouer ce rôle. Et c'est à partir de ce moment qu'on peut dire, et c'est là où je voudrais encore réinsister une chose, le leadership, c'est une équipe, ce n'est pas un individu. Y compris, on peut avoir un président de la République, mais qui fait partie d'une équipe. Et c'est cette équipe qui porte un projet qui est le projet de la société. Que la société l'élabore, certaines parties de la société l'élabore ou pas, c'est cette vision de cette société qui se choisit un leadership. Et c'est ce leadership qui est transformationnel. Parce que le programme est déjà un programme de transformation. Je vous dis, un leadership sans programme, ça ne marche pas. Un programme sans leader ne marche pas. Mais les deux vont ensemble. On ne peut pas les dissocier. Et l'un ne vient pas avant l'autre. Ils viennent ensemble ou ça ne marche pas. Donc c'est pour ça, je ne crois pas qu'un leader va régler les problèmes. Un leader peut porter un moment historique. Je pense que Kagame porte un moment historique. Après 1994 et ce qui s'est passé, il a joué un rôle de leader pour effectivement régler des questions qui sont ces questions. Il y a 800 000 morts en je ne sais pas combien de mois. C'est ça, quand Mandela devient président de la République sud-africaine, c'est ça aussi qui est intéressant.
C'est pour ça qu'il est resté un mandat. Parce qu'il a accompli ce qu'il devait accomplir. On peut être d'accord ou pas être d'accord avec sa démarche, mais ce que Mandela a fait en tant que leader, c'est porter un projet de l'ANC, et ce projet a fait qu'il n'y a pas eu une guerre raciale en Afrique du Sud. C'est ça aussi, ce qu'on appelle un leadership, mais c'est un leadership qui a un programme. Et c'est une équipe. C'était Mandela, c'était Mbeki, c'était tous les gens qui ont participé à la lutte contre l'apartheid. Revenons sur la question du développement et surtout de l'économie. Aujourd'hui, en invoquant l'histoire, justement, comment peut-on retracer ce tandem entrepreneuriat et leadership? Vous savez, aujourd'hui, la question de l'entrepreneuriat est devenue la question centrale à cause c'est ce que j'appelais le temps du monde. Le temps du monde où nous vivons, c'est le temps du néolibéralisme. Et le néolibéralisme met l'accent sur les questions économiques. Pour l'Afrique, c'est une question très intéressante parce que quand on devient indépendant, l'idée c'est que les entreprises coloniales, et c'est vrai, nous ont exploité, le privé ne peut pas être avec nous, il faut que l'économie soit une économie étatisée. Et c'est pour ça que la nationalisation a été le caractère central des économies africaines. C'est-à-dire l'économie était politiquement contrôlée et n'était pas indépendante. Ce n'était pas un secteur à côté du secteur administratif, à côté du secteur public. 10 ans après, 70, la grande crise, et à partir de 75, les ajustements, toutes ces économies sont en faillite parce que les sociétés parapubliques et publiques ont été très mal gérées, ont été en fait des instruments qui ont alimenté la corruption. Et c'était la crise totale. Et donc, quand on a fait appel aux organisations internationales, au FMI, à la Banque mondiale, ils ont imposé les plans d'ajustement structurel qu'on est toujours en train de payer. Mais ce qui est le plus grave dans la privatisation des économies africaines, c'est qu'elles étaient déjà privatisées. Quand on parlait d'entreprises publiques, elles étaient contrôlées par les cliques qui étaient au pouvoir. Et quand on a privatisé, ce sont ces mêmes gens qui ont acheté les sociétés privées et qui ont mis en place des trucs. Et ce sont ces mêmes qui continuent à avoir, si vous voulez, les ressources qui sont les ressources provenant de l'État. C'est eux qui gagnent des marchés parce que les marchés servent politiquement à entretenir des clientèles politiques. Donc l'entrepreneuriat tel qu'il fonctionne en Afrique n'est absolument pas la réponse à la situation actuelle. Comment devrait-elle fonctionner? Mais parce que la plupart des vrais entrepreneurs, on les a cassés parce qu'ils ne voulaient pas faire de la politique ou parce qu'ils ne voulaient pas donner des trucs de corruption. Les entrepreneurs qui en sortent, ce sont des entrepreneurs qui sont dans le système ou qui participent, disons, à alimenter le système avec des ressources. Je vous dis, vous allez dans tous les pays d'Afrique, vous voyez ça. Je vous dis. Et selon vous, quelles sont vos recommandations pour justement assainir l'environnement et promouvoir un type de leadership, on va dire, indépendant quand même et prospère et durable? Je reviens à la même chose. Une citoyenneté responsable et la capacité de mettre en place, sur la base d'un programme, un leadership qui est un leadership choisi par les populations, qui est encadré, qui est contrôlé et qui doit rendre compte. Il faut aussi mettre en place des institutions et des procédures qui sont des institutions et des procédures qui sont capables effectivement de rendre toutes les opérations des opérations transparentes, qu'il n'y ait pas une personne, mais qu'il y ait tout le temps des commissions qui décident. Si on fait ça, ça marche. Et selon vous, quels sont les secteurs clés où les jeunes Africains, les jeunes entrepreneurs devraient s'investir pour en même temps prendre en compte les défis que vivent les citoyens africains, tout simplement?
Si on prend le cas du Sénégal, le secteur clé, c'est les infrastructures. Le deuxième secteur, c'est l'environnement. Le troisième secteur, c'est l'éducation. Ça, c'est clair. Avoir un système qui se dise, OK, il y a des choses dont on a besoin, est-ce qu'on peut les produire ou est-ce qu'on peut produire autre chose pour les acheter? Si les acheter, c'est plus facile. Parce qu'on est dans un monde qui est un monde de compétition. On ne doit pas seulement produire, mais on doit produire de manière compétitive. La deuxième chose, on doit aussi s'adapter au goût des gens ou les changer. Je vous dis, tout le problème qui était attaché au riz de la vallée, c'est ça. Dans une certaine mesure, aujourd'hui, ça marche plus ou moins. Mais l'idée aussi, vous savez, les terres les plus riches de ce pays, c'est les terres de Diamniadio. Et on est en train de construire une ville là-dessus. On n'a pas de vision. Alors que ces terres, sur toute cette région des Niayes, ça pourrait être la zone de production de tout ce qui est consommé dans la conurbation de Dakar, qui est le plus gros marché du Sénégal, en termes de pêche, en termes d'élevage, en termes de ce qu'on appelle, ce que les spécialistes appellent l'horticulture. Et ça, on le sait. On le sait que l'avenir de ce pays, ce n'est pas l'arachide. Et beaucoup d'experts, y compris l'ancien ministre de l'Agriculture, ont fait des travaux pour montrer ça. Aujourd'hui, le Sénégal peut produire des fleurs pour le marché américain et pour le marché européen à cause de notre situation. C'est-à-dire on peut récolter les fleurs, les faire voyager la nuit, ils arrivent le matin sur les marchés américains ou sur les marchés européens. On est en train de construire une ville. Vous parlez de marché américain, de marché européen. À un moment donné, nos leaders ont prôné le panafricanisme. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui dans ce processus-là? Et justement, en termes d'entrepreneuriat, est-ce qu'on ne devrait pas justement essayer de voir de manière complémentaire ou bien de manière structurée ce que nous devons produire en Afrique pour nos propres besoins? Mais si vous regardez la période coloniale, on a reculé en termes de création d'un espace économique plus large que les territoires. Vous voyez la Sococim. Aujourd'hui, le Sénégal a 3 cimenteries. La Sococim, c'était la cimenterie de toute l'Afrique de l'Ouest. Je veux dire, et ça, c'était le débat. Senghor et Mamadou Dia étaient contre l'indépendance des colonies. Ils étaient pour le maintien de la Fédération de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'ils avaient compris, d'une part, tous les deux ont écrit là-dessus, que la nation à l'européenne était impossible en Afrique. Et il fallait garder les grands ensembles coloniaux. Et les colons l'avaient fait pour ça. Vous voyez pourquoi on consomme autant de riz au Sénégal? On dit le riz au poisson, c'est... Mais il n'y avait que le sud où ils mangeaient du riz. Ici, tous les Wolofs là, ils ont commencé à consommer le riz probablement après la Première Guerre mondiale. Parce que les Français les ont amené le riz pour que les gens arrêtent de cultiver du mil et cultivent l'arachide à la place du mil, c'est tout. Donc la logique de l'unité est là. Et on en parle. Mais ce qui est le plus grave, ce n'est pas de dire est-ce que le panafricanisme va nous aider? C'est pourquoi. Vous savez, depuis quand on parle de panafricanisme, ça ne vient même pas des Africains. Ça vient des Africains américains. Depuis le milieu du 19e siècle. Et les Africains ont commencé à en parler à partir de 1945 à peu près. C'est, disons, le tournant du panafricanisme avec le congrès de Manchester, avec Nkrumah et Jomo Kenyatta. Donc la question, ce n'est pas de dire que le panafricanisme va nous aider, c'est pourquoi on n'y arrive pas. Quels sont les freins à ça? C'est justement la question, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et justement, s'il y a des freins, comment les lever?
mais on recule, chaque chef d'État veut garder son petit pouvoir. Je veux dire, vous voyez le débat sur le CFA, qui est un débat terrible. Parce qu'aujourd'hui, la question, c'est de dire, ok, c'est pas le... Pour moi, le problème, c'est même pas le CFA. Le problème, c'est est-ce qu'on peut avoir une monnaie de la CEDEAO? C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 8 États, en avoir 15. C'est tout. Et ça, personne n'a une objection qui repose sur quelque chose d'acceptable. Il n'y en a pas. Mais pourquoi on n'y arrive pas? Parce que chacun tire vers ça, c'est tout. Le problème, c'est que tout ce qu'on doit faire, nous le savons. Et nous le savons depuis minimum 40 ans. Et nous ne le faisons pas. Pour des raisons qui sont des raisons égoïstes, de politique, d'intérêt, etc. Je vous dis, c'est quand même extraordinaire. Au lieu de créer toutes ces universités avec tous les problèmes, on pourrait créer des universités qui sont des universités régionales spécialisées. On a tous ces problèmes de frontières. Si vous voyez le caractère meurtrier de ce qui se passe dans ce qu'on appelle la zone des 3 frontières, Niger, Burkina, Mali. Probablement la solution serait une cogestion. Donc c'est toutes ces choses-là auxquelles on devrait revenir, c'est ce que j'appelle la refondation morale. C'est-à-dire l'idée qu'il faudrait qu'on dise ok, on arrête. Et on voit ce qu'on va faire. Parce que si on ne le fait pas, on ne va pas s'en sortir. Vous avez tantôt parlé de Kagame, de Mandela. Aujourd'hui, y a-t-il des leaders de notre temps qui vous inspirent ou qui pourraient justement inspirer les jeunes Africains, les citoyens en général? C'est pas qu'ils m'inspirent. C'est que ces leaders m'amènent à me poser des questions que probablement je ne me posais pas, mais m'amènent à une réflexion qui est une réflexion plus large. Ce qui m'intéresse, c'est leur expérience, c'est ce qu'ils apportent. C'est vrai, Mandela, mais je suis aussi assez critique de Mandela, dans la manière dont il a géré, en fait, je veux la réconciliation. Je veux dire, quelque part, à un moment, politiquement, il a réussi, mais socialement, il y a des problèmes qu'il faut se poser. Mais c'est ça, c'est pas pour le condamner, au contraire. C'est pour dire, voilà une leçon qu'on pourrait tirer. Kagame, c'est la même chose. Certaines de ces pratiques peuvent être considérées comme des pratiques autoritaires, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce qui se passe, ce qui arrive, pour pouvoir prévoir l'avenir. Oui, oser inventer l'avenir, comme disait Thomas Sankara. Oui, absolument. Sankara, c'est la même chose. Sur certains trucs, je suis très critique. Mais il s'est engagé dans une aventure. Et probablement, cette aventure aurait... Parce que c'est ça en Afrique qu'on doit comprendre. Que les gens peuvent se lancer dans une aventure, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être critique. Professeur, nous sommes malheureusement rattrapés par le temps et j'ai juste une dernière question, une sollicitation. Quel serait justement votre message à l'endroit des leaders d'aujourd'hui et de demain et des citoyens tout simplement pour qu'ensemble nous arrivions à bâtir cette Afrique que nous souhaitons voir et un développement durable? Il y a un seul mot, il faut qu'ils s'engagent à gérer le pluralisme. Il faut qu'ils s'engagent à la transparence. Il faut qu'ils s'engagent à accepter la délibération dans des sociétés qui sont des sociétés démocratiques, où en fait, ils acceptent d'être contrôlés. Ils acceptent de laisser les citoyens jouer le rôle de citoyens. Merci à tous de nous avoir suivis et merci au professeur d'avoir bien voulu répondre à notre invitation et d'avoir été aussi généreux en contribution
à justement répondre à cette question du leadership en Afrique. Vous pouvez suivre cette émission sur Synapse TV, mais également sur nos différents réseaux sociaux et notre site web. D'ici là, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission.